Rien à cacher, ici, on ne vous cache rien. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre au compte de cette dernière tranche de votre émission quotidienne Rien à cacher. Rien à cacher, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de la politique à l'économie, en passant par des sujets de société, la culture et le sport. Nous vous aidons à comprendre les grands enjeux du monde. Et c'est sur l'ensemble synchronisé de nos médias, la radio Évasion FM de la BSL de Conakry sur la 90.7 FM, la télévision Évasion Guinée, notre chaîne YouTube, la page Facebook de cette émission à l'adresse suivante, le www.groupeévasionguinée.com. Notre invité de parcours, il est confortablement installé sur ce plateau, Monsieur Patrice Kourouma, il est le président du Mokoda. Monsieur Kourouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Voilà, je rappelais donc à l'entame que vous êtes issu de la diaspora guinéenne, de la diaspora africaine. Tout à fait. Voilà, pardon, Abdallah Kamara pour la première question. Il faut aussi rappeler qu'il était un proche du président Alpha Condé. Oui, un ancien conseiller. Un proche du président Alpha Condé, je m'arrête là. Monsieur Kourouma, Il est merci. peut-être un ancien promoteur du troisième mandat. Ça, je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Moi, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas parlé du troisième mandat. Merci Abdallah. J'ai juste parlé de la proximité avec l'ancien président Alpha Condé. Merci. Maintenant, parlons de ce cadre de dialogue et de concertation. Vous, au Mokoda, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ce cadre de concertation va aboutir enfin? Parce que les politiques demandent un cadre de dialogue, tandis qu'on l'étend un cadre de concertation. Qu'en pensez-vous? L'un dans l'autre, concertation, dialogue. Mais je crois que vous posez déjà une très bonne question, parce que ce qui est attendu pour la transition, c'est justement cette main tendue de l'opposition depuis un certain moment. Il y a une opposition? Non, il n'y a pas d'opposition. Enfin, il y a une opposition. Enfin, si je dis les partis politiques et la société civile, c'est cette main tendue envers le CNRD pour mettre en place un cadre permanent de dialogue qui va, pour conduire la transition. Et ça, c'est une très bonne chose. Je crois que c'est déjà une bonne avancée que puisse regrouper sur la direction du Premier ministre des forces vives de la nation en vue de trouver justement des solutions d'accompagnement de la transition dans un climat apaisé. Ce que je vais dire maintenant par rapport à ça, c'est que vu ce qui s'est passé la première fois, cette première rencontre, il faut paramétrer tout cela. Il faut recadrer. Et si je comprends très bien, on a quand même la chance que les formations politiques ont eu le sens de la responsabilité et se sont regroupées. Vous avez la CORED, les coalitions. Et je crois qu'il faut paramétrer cela pour que désormais, lorsque les formations politiques doivent être invitées à un dialogue, que ce soit au sein de ces coalitions qu'on retrouve justement les représentants. Et ceux qui ne font pas partie de ces coalitions, il faut les inviter justement à intégrer déjà ces coalitions. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voulez que tous les partis politiques soient coalisés? En tout cas, moi, à mon avis, je pense que ce serait une très bonne chose d'avoir en face, pas une pléthore de représentation sur le plan des formations politiques, mais des coalitions qui se présentent au nom de leur coalition et discuter justement des partis politiques, des choses sérieuses. Et en même temps, définir le nombre. Voilà, définir le nombre. Et tout ça sanctionné peut-être par un décret. Moi, c'est mon avis, je crois que je ne suis pas le seul. Certains hommes politiques pensent aussi la même chose. Donc là, vous rejoignez un peu l'ANAD? Oui, il n'y a pas que l'ANAD. Peut-être l'ANAD l'a dit, mais il y a d'autres aussi qui le pensent ainsi. Qu'il faut formaliser tout ça, encadrer tout ça, de manière franchement à ce que, entre le CNRD et les forces vives de la nation, qu'il y ait des représentativités qui soient issues de la classe politique et de la société civile. Donc, si je comprends bien, vous êtes contre le multipartisme sauvage? Vous avez dit le mot sauvage. Non, vous avez dit le mot sauvage. Non, c'est une très bonne question. Il y a trop de partis en Guinée. Je suis parfaitement d'accord. On dénombre dans ce pays 186 partis. Imagine que dans un autre décor,
qu'on invite 186 représentants de 186 formations politiques. Il faut peut-être trouver une salle pour les accueillir déjà. Hein. Et c'est pour ça, justement, moi, je favorise ces coalitions qui vont être les représentants des formations politiques et en même temps, même ce qui concerne la société civile, dans laquelle, justement, nous, le Mokoda, M. Guilawagi, qui est le mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique, nous nous inscrivons. Donc, si je comprends bien, vous êtes un adepte du bipartisme. Seulement 2 partis. C'est possible en Guinée? Je ne pense pas qu'on puisse imposer de manière unilatérale qu'on dise qu'il faut 2 partis. Les coalitions déjà sont déjà une très bonne chose. On n'est pas dans un régime communiste. Même en France, il n'y a pas que 2 partis. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez des républicains, vous avez les démocrates. Ce sont des, à mon avis, en Occident, ce sont les 2 blocs qu'on trouve. Mais sinon, en France, quand vous voyez, en France, ce qui se passe un peu même à l'Assemblée, il y a la gauche et au-delà, dans la gauche, il y a des formations politiques. Bon, vous qui connaissez un peu le décor de la classe politique française, vous avez vu la coalition de la gauche unie, où vous avez des écologistes, des socialistes, des communistes, un peu partout. Et quand vous prenez aussi le camp de M. Macron, vous avez le MoDem, vous avez le parti même, l'ARM, et puis vous avez d'autres formations, et même les républicains aussi. Oui, 2 grands blocs politiques, c'est possible. 2 grands blocs politiques. Mais ce que vous dites, justement, et je crois que c'est extrêmement important, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que 2 grandes formations politiques, 2 grands blocs, qui recensent en fonction de leur idéologie, bien sûr, parce qu'on trouvera toujours des libéraux, on trouvera des démocrates. Bon, même si les libéraux sont aussi des démocrates. On ne peut pas aussi imiter carrément ce que les Français font. On ne peut pas imiter, mais voilà. Vous avez posé une bonne question. Ce bipartisme... Oui, mais on en vient là, c'est à peu près un peu la même... C'est à peu près la même cartographie. C'est une très bonne question que vous posez. Et je crois que cette question-là, il va falloir la poser justement aux politiques pour leur dire, réunissez-vous, regroupez-vous. Vous avez des idéologies différentes, mais en 2 grandes coalitions, vous pouvez justement vous en sortir. Voilà, alors, Monsieur Kourouma du Mokoda, dites-nous, au sein de votre mouvement, donc qui couvre aujourd'hui tout le continent africain, quel est votre positionnement sur la durée de la transition proposée par la junte militaire? Par rapport à la durée, et si vous vous souvenez, moi, ici même sur votre plateau, j'ai toujours dit que la durée n'était pas le facteur le plus important. C'est son contenu. Et que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, parce que ce sont les 3 pays qui sont confrontés aujourd'hui à cette situation. Et je pars aussi du principe, si on parle de durée, il faut aussi, je crois, mener des pistes. Nous, au Mokoda, nous avons réfléchi à quelque chose. Si je pars du principe que le 5 septembre peut être considéré comme une date historique, nous avons tous pris acte, et soit le point de départ de la transition. Nous, c'est une proposition que nous faisons dans ce sens. Pour quelles raisons? Depuis le 5 septembre, il y a eu quand même des acquis. Nous avons la charte qu'on nous a proposée, qui a été mise en place. Vous avez le gouvernement qui a été mis en place. Vous avez le CNT qui a été mis en place. Vous avez la CRIEF qui a été mis en place. Et tout dernièrement, vous avez vu aussi l'immersion gouvernementale dans le pays profond. Et tout ça, ce sont des actes qui datent depuis le 5 septembre. Et je crois que le 5 septembre peut, à mon avis, être un point de départ. Ce n'est pas le fait de dire 3 ans ou 4 ans, mais le point de départ, moi, à mon avis, ça peut être, l'ancrage peut commencer à partir du 5 septembre. Bon, maintenant, avec tous les acquis que je viens de citer, on peut aller avec ces arguments, avec ces éléments, auprès des instances que nous allons rencontrer très prochainement, des instances sous-régionales. La CEDEAO, oui, tout à l'heure, on va parler du prochain... Voilà, Monsieur le Président, dites-nous qu'est-ce que le Mokoda fait, c'est comme ça je crois, pour éviter désormais les transitions en Guinée, parce que les civils faillissent toujours, c'est ce qui fait que les militaires
sont à la porte du pouvoir en Afrique. Oui, ils font des descentes dans l'arène politique. Voilà, ils font des descentes dans l'arène politique. Qu'est-ce que vous, en tant que civil, vous faites aujourd'hui pour vraiment éviter à ce qu'on arrive encore, à ce que la Guinée connaisse une autre transition? Parce qu'on en a connu 2 déjà. C'est trop, monsieur le Président. Vous savez, je ne sais pas si il y a une similitude de pensée. Non, parce que les questions que vous avez posées, vous n'étiez pas ici dans les émissions précédentes. Effectivement, c'est la question. Ce sont les questions aujourd'hui qui sont essentielles. C'est bien beau qu'on parle de la durée de la transition. Et si vous vous souvenez, j'ai amorcé cette question. Posons-nous déjà la question. Qu'est-ce qui a amené les hommes en tenue à venir prendre le pouvoir aux mains des civils? Posons déjà ces questions. La Guinée n'est pas une exception. C'est le cas au Mali, c'est le cas au Burkina. Et donc nous, au Mokoda, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. On n'a même pas attendu justement que cette question soit posée en Guinée, puisque c'est un mouvement panafricain. Nous avons des Burkinabés, nous avons des Maliens qui sont concernés par ces situations. D'abord, le diagnostic. Qu'est-ce qui amène justement les hommes en tenue à venir prendre le pouvoir aux mains des civils? Est-ce que ce n'est pas le 3e mandat en Guinée? Bon, en Guinée, on peut supputer que c'est le 3e mandat, mais si vous avez compris, lorsque même le président de CNRD, dans sa première déclaration, il a parlé de quoi? Il a parlé de gabegie financière, il a parlé de corruption. Du manque de dialogue. Manque de dialogue, voilà, manque de concertation. Il a pensé que le peuple était pratiquement... étranglé? Non, pas étranglé, Bon, il n'a pas dit ainsi. Oui. Non, déconnecté peut-être des décisions de l'exécutif. C'est comme ça qu'il a défini un peu les raisons qui l'ont poussé à prendre le pouvoir. Au Mali, si vous avez aussi au Mali, ce qui s'est passé au Mali, c'est à peu près la même chose. Au Mali, c'est l'impunité. On reprochait au président, paix à son âme, le président Ibeka, l'impunité, parce que le constat global était fait qu'il y avait une corruption généralisée et même institutionnalisée. Au Burkina, c'est vrai qu'il y a des questions sécuritaires parce que ces pays sont confrontés, justement, comme vous le savez, comme moi, à des problèmes d'attaques djihadistes. Voilà. Donc, mais là, ça continue encore. Ça continue, bien sûr. Ce n'est pas parce que les militaires sont au pouvoir que ça s'arrête de façon systématique. Mais c'est pour répondre à votre question. C'est là d'abord qu'il faut... Aujourd'hui, on parle de la Guinée, on parle de Burkina, on parle de Mali. Oh, j'espère que ça va s'arrêter là et qu'il n'y aura pas d'autres pays qui connaîtront ce genre de choses. Donc maintenant, c'est là qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce le diagnostic, les raisons. Une fois que ces raisons sont définies, sont connues, et souvent on peut les connaître, mais il faut même dans ce cadre de dialogue, nous allons en parler. Il y a ça. Et deuxièmement, maintenant, une fois que c'est fait, comment corriger toutes les distorsions, toutes les défaillances que nous avons connues pendant que les civils étaient au pouvoir. Et c'est ça où j'ai toujours dit, si vous avez remarqué aussi, que la durée n'est pas le facteur le plus important, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la durée de la transition? Qu'elle fasse 2 ans, qu'elle fasse 3 ans, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà la question et voilà l'essentiel des choses qui vont guider un peu notre implication à ce dialogue voulu par tout le monde. Voilà. Alors, parlons à présent, avant de parler du prochain sommet justice. Donc, il y a la CRIEF qui a été mise sur pied. Il y a plusieurs anciens dignitaires qui sont en détention. Ils sont en train de défiler devant les magistrats de la CRIEF. Alors, dites-nous quelle est votre analyse sur eux, la moralisation de la vie publique enclenchée par le CNRD et la manière dont la procédure aujourd'hui est menée. Ça fait plus de 3 mois. Certains anciens ministres sont en détention et l'opinion se pose encore la question sur quoi ils sont en détention. Vous avez pratiquement donné la réponse à la question que vous posez. Parce que justement... Non, je n'ai pas répondu à cette question. Oui? Non, j'ai simplement relancé. Sinon, la question... Certainement, vous avez répondu sans que vous nous rendiez compte. Il a répondu... Non, je dis ça fait déjà plus de 3 mois. Oui, vous avez répondu et vous dites que l'opinion se pose la question, quelles sont les raisons qui ont motivé leur incarcération? Et les intéressés eux-mêmes, je crois que c'est ce qu'ils attendaient.
Parce que jusque-là, ils attendaient à ce qu'on leur signifie les raisons qui les ont conduits à la détention, en prison. Les proches se posaient les mêmes questions. Mais ils sont en prison pour quelles raisons? C'est pourquoi je vous dis que vous avez répondu en partie à cette question. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la CRIEF est un instrument qui vise à éliminer donc de potentiels candidats à la prochaine présidentielle, ou vous vous dites non, la CRIEF c'est une institution aujourd'hui qui permet de moraliser la vie publique? Vous me permettrez de ne pas, moi, en tant que civil, de ne pas faire des commentaires sur des décisions de justice. Mais la question que vous posez... Non, il n'y a eu aucune décision d'abord, mais sur l'institution, la transparence, la façon dont les actions sont menées. Est-ce qu'il y a une indépendance? Mais revenons déjà sur... Vous venez quand même, vous êtes en France, c'est une grande nation démocratique. On a vu des anciens chefs d'État défiler devant certaines institutions juridiques. Mais à ce niveau, est-ce que quand vous faites la comparaison, vous vous dites oui, cette initiative du CNRD se mène en toute transparence? Le CNRD a dit que la justice sera la seule boussole qui va guider son action. Non, mais par rapport à la façon dont les choses sont menées, c'est ce que j'ai envie de savoir, monsieur. Vous avez posé une très bonne question par rapport à aux personnalités qui sont détenues. Et j'aimerais donner mon avis là-dessus. D'accord. Le CNRD a dit que la justice sera la boussole qui va guider son action. Et dans cette affaire aussi, on peut supposer, on peut même l'initier, que le droit de la défense sera aussi la boussole qui va guider un peu la justice de ceux-là qui sont aujourd'hui incarcérés. Et vous avez posé une question fondamentale. Et si vous voyez depuis le début de cette affaire, toutes les personnalités qui sont incarcérées posaient la question, nous sommes en prison pour quelles raisons? Et maintenant, moi je dis il y a une avancée, il y a un début, puisque sur le fond, l'ancien Premier ministre, Kassori Fofana, a été entendu. Nous avons vu quelques éléments sur lesquels on lui fait des reproches. Et sa défense va se saisir, parce que la défense a demandé ça depuis le début. Et je crois que si on avait commencé par là, on n'aurait pas fait peut-être 3 mois. Mais c'est pourquoi je dis que je ne commande pas une décision de justice. Maintenant, il faut laisser la place à la défense d'amener des contre-arguments pour dire que ce qui est reproché aux clients, aux personnalités qui sont détenues, n'est pas justifiable et ne méritait pas à ce que ces personnalités soient en prison. Voilà, rapidement, on a lancé une poursuite, contre le président Alpha Condé. Parce qu'il a travaillé avec ces détenus aujourd'hui en prison. Est-ce que, parce que vous parlez de la boussole, la justice va être la boussole, mais est-ce que vous pensez que dans ce dossier, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures? Parce qu'Alpha Condé est en balade, les autres sont en prison. Et qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de la justice guinéenne? Voilà, et l'autre question, quelles sont vos recommandations à l'endroit des dirigeants de la CEDEAO qui doivent se retrouver le 3 juillet prochain pour pouvoir prendre des décisions allant dans le sens de l'évaluation de la transition dans votre pays, la République de Guinée? Voilà, pour répondre déjà à la première question, nous sommes tous des humains. Vous savez, la privation de liberté, vous tous ici, nous sommes d'accord que la privation de la liberté peut être quelque chose que nous n'acceptons pas si elle n'est pas faite dans les règles. En pareille circonstance, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, ces personnalités se sont retrouvées incarcérées et comme a dit M. Guilaougui, on voulait juste savoir pour quelles raisons ils ont été mis en détention. Et je crois que ces raisons aujourd'hui, puisqu'on est en train de juger sur le fond, après cela, il y a la défense. Ils ont quand même des avocats qui vont placer des contre-arguments. C'est de savoir pourquoi Alpha Condé est en balade, les autres sont en prison. Mais monsieur, moi, si franchement ça dépendait de moi, je ne voudrais pas que ces gens-là soient en prison. Si ça dépend de moi, Patrice Kourouma, je ne souhaiterais pas que ces gens-là se retrouvent en prison. Voilà, d'accord, oui. L'autre question, très rapide, je déjà prépare le temps. Un peu de mots, vos recommandations à l'endroit des dirigeants de la CEDEAO. Non, la CEDEAO, il faut quand même comprendre une chose. Vous savez, la CEDEAO, dès que la CEDEAO vient dans un pays, on a l'impression que la CEDEAO vient s'immiscer dans
la gestion administrative ou politique de ces pays. Nous sommes signataires des règles. Et en pareille circonstance, la CEDEAO prend des sanctions. C'est vrai, c'est déplorable. Et c'est ce que j'ai dit aussi dans mes précédentes émissions, que malheureusement, les sanctions qui sont prises à l'encontre des États vont impacter directement sur la vie des citoyens que vous et moi, nous sommes. Et c'est pour ça qu'il faut éviter ces sanctions. Et pour éviter ces sanctions, il faut que le cadre de dialogue que nous avons mis en place nous permette de faire des propositions concrètes sous la médiation, sous bien la médiation d'une personnalité désignée par la CEDEAO elle-même. Et si je comprends bien, les formations politiques, les forces vives, la société civile vont tous dans ce sens-là. Il va falloir que dans ce pays, on mette la balle à terre. Que ce soit CNRD, que ce soit forces vives, que nous trouvions une sorte de sortie de crise consensuelle et accompagner la transition de façon sécurisée. Voilà, Monsieur Patrice Kourouma du Mokoda donc était notre invité. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Patrice Kourouma. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne de télévision pour un autre numéro 1, le dernier numéro donc de la semaine avec d'autres acteurs de la vie nationale. Au revoir.